Le navire à l'allure étrange qui a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale. Dans l'histoire navale contemporaine, rares sont les instants qui ont cristallisé une tension aussi vive que celui vécu un jour d'été 2021, lorsque le HMS Defender, véritable joyau de la Royal Navy britannique, pénétra dans les eaux disputées au large de la péninsule de Crimée. Ce navire n'était pas une simple silhouette grise sur l'horizon. Cinquième bâtiment de la prestigieuse classe Daring, il incarnait à lui seul la puissance maritime et le savoir-faire technologique du Royaume-Uni. Mis en service officiellement en mars 2013, long de plus de 150 mètres et affichant un déplacement avoisinant les 8500 tonnes, le Defender n'était pas qu'une prouesse d'ingénierie. Il portait fièrement une devise héritée du latin « Defendendo vinco », en défendant « Je triomphe », un leitmotiv qui résonnait presque comme une injonction au devoir. Lorsque ce mastodonte fendit les vagues de la mer Noire, ses systèmes de missiles de dernière génération étaient prêts à entrer en action. La mission, officiellement placée dans le cadre d'une opération de l'OTAN de lutte contre le terrorisme maritime, commençait dans un calme relatif. Pourtant, ce calme fut de courte durée. Bientôt, à l'horizon, apparurent les silhouettes sombres et menaçantes de bombardiers russes Su-24, bientôt rejoints par plusieurs chasseurs Su-30. Puis, à la radio, une voix âpre des gardes-côtes russes résonna, cinglante. « Changez de cap, ou nous ouvrirons le feu ». Quelques secondes suspendues, un silence lourd, puis, sans même attendre une réponse britannique, un Su-24 libéra une bombe, traçant sa trajectoire tout droit devant la proue du navire britannique. Cet instant dramatique n'était pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement de plusieurs décennies d'évolution de la marine britannique. Car si le Defender est un enfant du XXIe siècle, son histoire plonge ses racines dans les besoins urgents et les enseignements douloureux de la guerre des Malouines de 1982. La Royal Navy, éprouvée par la confrontation avec l'Argentine, prit conscience de la nécessité impérieuse de renouveler sa flotte de destroyers anti-aériens. Les navires de la classe Type 42, pourtant modernes au moment de leur conception dans les années 1970, avaient montré de nombreuses limites opérationnelles. La recherche d'un successeur allait conduire la Grande-Bretagne au cœur d'un vaste projet international. C'est ainsi qu'est né le concept du NFR 90, le NATO Frigate Replacement for the 90s. L'ambition de cette initiative était audacieuse, concevoir un modèle de frégate commune pouvant équiper plusieurs marines de l'Alliance Atlantique. En théorie, l'idée paraissait raisonnable et économiquement sensée. En pratique, elle se heurta rapidement à des divergences profondes. Chaque pays impliqué possédait ses propres traditions navales, ses exigences en matière de design, ses priorités stratégiques. L'harmonisation, laborieuse, finit par s'avérer impossible. Le projet fut abandonné, laissant les Britanniques face à une question brûlante. Fallait-il repartir de zéro? Le Royaume-Uni tenta alors une nouvelle coopération, cette fois avec la France et l'Italie. Ensemble, les trois nations lancèrent le programme Horizon, destiné à concevoir une nouvelle génération de frégates. Mais là encore, les différences d'approche, les retards accumulés et les surcoûts chroniques finirent par exaspérer Londres. Au milieu des années 1990, la Royal Navy fit donc le choix stratégique de se retirer de cette aventure et de privilégier son propre projet, plus directement adapté à ses besoins. C'est en novembre 1989 que le ministère britannique de la Défense désigna Marconi Electronic Systems pour mener cette entreprise ambitieuse. Peu de temps après, Marconi fut absorbé par British Aerospace, donnant naissance à BAE Systems, géant de l'industrie de défense, désormais maître d'œuvre exclusif de ce programme. Dès 2003, la construction du premier navire de la série Type 45 commença, ouvrant une décennie d'efforts, de tensions budgétaires et de débats politiques. En 2012, le sixième et dernier navire fut livré à la Royal Navy. Le coût global du programme dépassa de plus de 30% les prévisions initiales, atteignant environ 6,5 milliards d'euros. À Londres, la presse et certains élus dénoncèrent une dérive financière. Mais du côté de la marine, on ne cacha pas la fierté d'avoir obtenu une classe de destroyer considérée comme l'une des plus avancées au monde, conçue pour rester en service jusque dans les années 2030 et donner à la flotte britannique une nouvelle colonne vertébrale. À la fois héritier d'un passé riche et anticipation d'un futur incertain, le Type 45 résumait les ambitions d'une nation qui, malgré un empire disparu,
continuait à comprendre le rôle capital du contrôle des mers. Pour l'opinion publique, souvent peu sensible aux questions techniques, le Defender et ses jumeaux restaient de grands bâtiments gris, silhouettes de puissance. Mais pour les marins, c'était une révolution technologique. Signature radar réduite, systèmes intégrés, confort intérieur modernisé et surtout une propulsion novatrice qui marquait une rupture avec les générations antérieures. En réalité, la jeunesse du Type 45 illustrait parfaitement une constante de la politique britannique. L'alliance pragmatique quand elle est fructueuse et le retrait ferme quand les intérêts nationaux l'exigent. C'est cette ligne de conduite qui avait conduit Londres, bon gré mal gré, à développer seule une classe qui allait, tôt ou tard, se retrouver au cœur d'événements géopolitiques brûlants. À commencer par cette journée de juin 2021 au large de la Crimée, où l'histoire récente bascula un instant vers le drame. Le Type 45, aussi appelé classe Daring, a été conçu selon des standards structurels exigeants, devenant la première série de bâtiments britanniques à satisfaire les règles du Lloyd's Register dédié aux navires de guerre. Une certification qui atteste de la robustesse de la coque et de la qualité de l'ingénierie engagée par le maître d'œuvre, BAE Systems, à qui revenait l'autorité de conception auparavant assumée par le ministère de la Défense britannique. Dans ces lignes, le navire se veut à la fois discret et rationnel, dépassant les 500 pieds de longueur et s'étalant à près de 69 pieds au mètre beau, avec un tirant d'eau d'environ 24 pieds et un déplacement supérieur à 7350 tonnes, une empreinte maritime significative rendue plus difficile à détecter grâce à une superstructure épurée qui dissimule canaux de survie et appareaux derrière des panneaux affleurants. À bord, les aménagements ont rompu avec certaines habitudes anciennes de la Royal Navy, adoptant des espaces de vie plus inclusifs, des cabines de douche individuelles et des postes à 6 couchettes pensés pour la flexibilité des équipes, témoignant d'une attention nouvelle portée au confort d'un équipage typique de 191 personnes, extensible à près de 285 marins si la mission l'exige. Au-delà de la silhouette, c'est la machine qui étonne souvent les visiteurs. Le Type 45 embarque une propulsion intégrée toute électrique, une architecture qui alimente à la fois l'avancement du bâtiment et l'ensemble des besoins électriques des services de bord, des radars au système d'armes, en courant alternatif de grande qualité aux tensions et fréquences spécifiques, confiées à une supervision informatique et à une chaîne de transformation et de filtrage soignée. 2 turbines à gaz Rolls-Royce WR21 forment le cœur de ce dispositif, épaulées par des groupes électrogènes diesel Wärtsilä ou MTU selon les lots, une combinaison qui assure la redondance et la continuité d'alimentation du réseau de bord et des moteurs de propulsion. L'intérêt de cette philosophie est multiple. Rapprocher les moteurs électriques de l'hélice, réduire la longueur des lignes d'arbres, supprimer les boîtes de réduction et les pas variables, et protéger davantage la chaîne propulsive des avaries en dissociant physiquement certains éléments critiques de la ligne d'arbre. La WR21, pierre angulaire du système, a introduit dans une turbine aérodérivée des éléments rarement réunis à cette échelle. Un intercooleur pour refroidir l'air entre les étages de compression et un récupérateur de chaleur sur l'échappement, ce qui permet de préchauffer l'air de combustion et d'abaisser significativement la consommation spécifique sur une large plage de fonctionnement, jusqu'à un gain annoncé de l'ordre de 30% selon le profil opérationnel typique d'un bâtiment de combat. Ces raffinements techniques se traduisent par une bonne efficacité au régime faible et moyen, là où un navire de guerre passe paradoxalement l'essentiel de sa vie, tandis que la capacité en carburant et la nature de la propulsion donnent au Type 45 un rayon d'action dépassant les 7000 milles nautiques à environ 18 nœuds, une endurance stratégique pour les escortes lointaines et les déploiements prolongés. Bien que l'intégration électrique complète ait démultiplié la flexibilité énergétique, elle a aussi rendu la gestion des charges plus exigeante, puisqu'un même réseau sert l'hôtellerie, la veille capteur et l'armement, ce qui a imposé des dispositifs de transformation haute tension et une gestion numérique fine des priorités pour garantir l'alimentation des fonctions vitales en toutes circonstances. Il faut cependant reconnaître que l'audace technologique s'est accompagnée d'écueils. La chaîne d'intercooleurs du consortium américain associé à la WR21 a connu des défaillances en environnement très chaud, révélées notamment après 2009, avec des épisodes où la dégradation du rendement n'a pas été progressive comme anticipé, mais plus brutale,
créant un risque de perte électrique globale dans certaines conditions de température et de charge. Les autorités britanniques ont lancé un programme de correction consistant à ajouter des générateurs diesel supplémentaires en cale sèche pour renforcer la résilience énergétique du bord et limiter l'exposition aux pannes noires sur théâtre tropical, tout en rappelant que les Type 45 ont maintenu des déploiements soutenus dans le Golfe et l'Atlantique Sud, malgré ces difficultés de jeunesse. Ces ajustements n'ont pas remis en cause la philosophie générale de la plateforme, qui demeure un jalon de l'ingénierie navale britannique contemporaine, mais ils ont rappelé une vérité simple. L'innovation, surtout quand elle est systémique, exige une maturité opérationnelle acquise au fil des mers parcourues, et parfois des corrections structurelles concertées avec l'industrie. Sur le plan budgétaire et programmatique, la série a été livrée entre 2003 et 2012, 6 unités au total, pour un coût global supérieur aux prévisions initiales d'environ 30%, soit un dépassement notable qui a nourri des critiques politiques, contrebalancées par la perception au sein de la marine d'un outil de rupture conçu pour durer jusqu'aux années 2030, avant l'arrivée d'une nouvelle génération, souvent évoquée sous la désignation Type 83. L'objectif de conception était explicite après les enseignements des Malouines et les limites constatées du Type 42. Offrir à la flotte une défense aérienne robuste, intégrée, capable d'opérer au sein d'un groupe aéronaval ou en escorte lointaine, avec des capteurs et des armes capables de traiter simultanément des menaces multiples, rapides et manœuvrantes, y compris les vecteurs modernes à haute vitesse. Le résultat, à l'échelle d'un marin, se mesure dans la sérénité avec laquelle un commandant peut franchir des détroits sensibles ou tenir une patrouille élargie. Une plateforme stable, silencieuse pour sa taille du fait de l'électrique, des capteurs puissants et une réserve énergétique prête à soutenir une lutte anti-aérienne dense si le ciel s'assombrit. Le confort de vie a moins à voir avec le luxe qu'avec la fonctionnalité durable. Espace modulable, sanitaire pensé pour la vie en campagne, circulation interne claire et un pont aérien dimensionné pour les hélicoptères Merlin ou Wildcat, prolongeant la vigilance du navire au-delà de l'horizon radar et ouvrant la voie aux missions ASM et de surveillance maritime dans la profondeur. Là encore, l'intégration électrique et la distribution d'énergie de qualité facilitent l'emploi de capteurs embarqués exigeants, tout comme la prise en charge des installations aéronautiques, sans compromettre la marche du navire ni l'alimentation des systèmes critiques. Un équilibre délicat qui fait la valeur du concept tout électrique quand il est maîtrisé. Dans son ensemble, la cellule, la machine et l'ergonomie du Type 45 composent un ensemble cohérent. Silhouette discrète, cerveau numérique, muscles électromécaniques et un métabolisme énergétique capable d'alimenter à la demande, ce qui, pour une génération qui a connu les bâtiments à lignes d'arbres interminables et aux transmissions bruyantes, a des airs de révolution silencieuse. Passé l'architecture, l'âme combative du Type 45 s'exprime dans ses armes et ses contre-mesures, pensées pour encaisser, anticiper et neutraliser, une artillerie navale de 4,5 pouces qui conserve sa pertinence pour les appuis côtiers comme pour la surface, un parapluie anti-aérien de haut niveau articulé autour de Sea Viper et de missiles Aster, et une dernière couronne de feu rapprochée avec un CIWS au rythme effréné. Autant d'éléments qui seront détaillés dans le prochain bloc consacré à l'armement et au système de défense du Defender. On y reviendra aussi sur l'extension progressive des capacités des hélicoptères et torpilles aux missiles de nouvelle génération et aux évolutions récentes destinées à faire face à des menaces plus sophistiquées, y compris les vecteurs balistiques anti-navires, dans un environnement aérien devenu plus dense et moins prévisible. En filigrane se dessine l'idée que la valeur d'un destroyer moderne ne se résume plus au calibre d'un tube, mais à l'orchestre finement accordé des capteurs, des calculateurs et des vecteurs, jouant ensemble une partition où chaque seconde compte et où l'énergie électrique, devenue langage commun, permet de tenir la note sans faiblir. Sur un destroyer moderne, la puissance ne se juge pas seulement au calibre d'un canon, mais à l'architecture complète qui relie capteurs, calculateurs, missiles et artillerie en un tout cohérent, réactif et fiable. Le Type 45 en est l'illustration la plus parlante, avec un ensemble d'armements pensés pour couvrir l'éventail des menaces, du missile supersonique rasant la mer aux drones légers, du bombardier lointain à l'embarcation rapide surgissant à courte portée. Au centre de ce dispositif,
L'artillerie navale de 4,5 pouces, un système à la fois robuste et précis, conserve une utilité opérationnelle que d'aucuns avaient cru dépasser. Elle permet de traiter des objectifs de surface, mais aussi d'assurer l'appui-feu à terre, utile lors d'escortes proches du littoral ou de missions de présence, où la dissuasion doit aussi savoir s'exprimer en actions mesurées. Dans les mers complexes, cet atout demeure une voix claire dans l'orchestre du navire, capable de délivrer des salves dosées, avec des effets compréhensibles par les forces à terre, tout en restant sobre en coût comparé à l'emploi d'un missile guidé. Pour les menaces aériennes, la signature du type 45 se résume en 2 mots devenus familiers aux marins. Sea Viper. Il ne s'agit pas d'un simple missile, mais d'un système complet, une combinaison intimement liée entre radar, conduite de tir et munitions Aster. Le radar multifonction à antenne active balaie large et vite, discrimine des cibles nombreuses, rapides et parfois minuscules, tandis que le radar longue portée complète la vision globale en altitude et en distance. Cette grappe de capteurs rend possible ce qui paraissait hier encore improbable. Suivre simultanément une foule d'objets, attribuer des priorités et piloter plusieurs interceptions en parallèle sans perdre le fil. Les Aster 15 et Aster 30, quant à eux, incarnent la réponse cinétique à cette avalanche d'informations. Des missiles manœuvriers dotés d'un autodirecteur radar et d'une capacité de coup au but qui réduit le temps d'engagement et maximise la probabilité d'interception, y compris face à des trajectoires agressives et évolutives. Plus concrètement, les types 45 embarquent un ensemble de silos verticaux dimensionnés pour soutenir un parapluie anti-aérien épais. La configuration typique autorise un panachage d'Aster 15 et d'Aster 30, l'un privilégiant les engagements rapprochés ou intermédiaires, l'autre étendant la bulle défensive à des distances supérieures et à des altitudes variées. Cet équilibre, qui paraît technique sur le papier, se traduit en opération par une sérénité rare dans les environnements encombrés. Le bâtiment peut, dans la même minute, contrer une menace approchante à basse altitude, tout en gardant des réserves pour traiter une deuxième salve ou une trajectoire plus lointaine. Le tout en dialoguant en temps réel avec ses senseurs et les plateformes alliées. À l'approche ultime, là où les secondes se comptent sur les doigts d'une main, entre en scène la défense rapprochée. Le système de type CIWS, avec sa cadence proprement vertigineuse, constitue l'ultime écran face à un missile qui aurait percé les couches supérieures de défense, ou face à une munition guidée par GPS, ou encore à un drone surgissant à courte distance. Ce bouclier de proximité n'est pas une assurance tous risques, mais une respiration supplémentaire dans la séquence d'interception. Un filet serré, efficace contre des menaces qui misent sur la vitesse ou la surprise. À ses côtés, les canons automatiques de 30 mm apportent une flexibilité appréciée contre les cibles de surface de petite taille, des embarcations légères aux véhicules rapides et contre certains vecteurs aériens lents. En complément, les mitrailleuses lourdes et polyvalentes offrent des options proportionnées, utiles dans les contrôles maritimes et les escortes civiles, quand la force doit s'exprimer avec mesure. L'aviation embarquée n'est pas un simple prolongement, c'est l'œil avancé et parfois la main longue du navire. Un hélicoptère Merlin, armé de torpilles anti-sous-marines et doté de capteurs spécifiques, élargit la bulle de sûreté sous-marine, tandis qu'un Wildcat, plus compact et agile, peut emporter une panoplie de missiles et de charges adaptés aux menaces de surface, y compris des missiles légers, multirôles contre des cibles rapides ou faiblement protégées. Cette dimension aéronavale transforme la posture du type 45. D'un point d'attente, il devient un point de départ, capable d'explorer, de relayer et de frapper au-delà de l'horizon radar, tout en conservant sa propre capacité à se défendre sur 360 degrés. La protection passive et les contre-mesures constituent l'autre moitié du bouclier, moins visible mais essentielle. Les suites de leurre et de brouillage, qu'il s'agisse de déployer des réflecteurs, des rubans ou des dispositifs plus sophistiqués de déception radar, visent à fausser la solution de tir de l'assaillant. Les systèmes anti-torpilles embarqués, avec détection, évaluation de la trajectoire et recommandation de manœuvre, donnent au commandant quelques pas d'avance dans une danse où chaque nœud de vitesse et chaque degré d'angle compte. Ces outils n'éliminent pas la menace sous-marine, mais ils réduisent l'avantage initial de l'attaquant, rendant plus probable la survie du navire ou la neutralisation de l'arme adverse.
Un mot enfin sur la philosophie d'emploi. Un destroyer de ce type n'est pas un solitaire romantique. Il excelle au sein d'un groupe où ses capteurs et son système anti-aérien protègent non seulement sa propre coque, mais aussi les unités qui l'escortent. Un porte-avions, un ravitailleur, des frégates spécialisées. Le type 45 vit dans une conversation permanente. Échange de pistes confirmées, de menaces corrélées, d'ordres d'engagement partagés. Dans ce dialogue, chaque seconde économisée dans la chaîne capteur-tireur est une seconde gagnée sur l'adversaire. C'est ce qui explique que, malgré une apparence sobre, ces bâtiments concentrent tant d'intelligence électronique et de puissance électrique. Parce que, dans l'ère saturée de la guerre moderne, la clarté de l'information vaut parfois autant que l'acier. Le HMS Defender, 5e unité de la classe Daring, n'est pas seulement un concentré de technologie. C'est un navire qui a beaucoup navigué et dont l'équipage a affronté des environnements variés, de l'Atlantique Nord aux mers chaudes. Commandé au tournant des années 2000, mis sur cale au milieu de la décennie et lancé vers la fin de 2009, il a rejoint la flotte opérationnelle au printemps 2013, arborant sa devise latine « Defendendo Vinco », que l'on peut traduire par « En défendant, je gagne ». Dès ses premières patrouilles, le bâtiment s'est vu confier des tâches de présence et d'escorte, la Royal Navy mettant en avant son rôle prioritaire. Offrir à la flotte une bulle de défense aérienne grâce au système de missiles Sea Viper, dont la portée étagée permet de protéger un groupe naval contre une vaste gamme de menaces aériennes. Ce rôle de gardien du ciel n'empêche pas des missions très concrètes, souvent discrètes. Lutte contre la piraterie, contrebande, surveillance maritime, assistance à des navires civils ou encore contributions humanitaires après des catastrophes naturelles, lorsque la mer demeure la voie la plus rapide pour acheminer des moyens capables d'agir en autonomie. Au fil des ans, le Defender a multiplié les déploiements qui racontent une carrière tissée de coopération et de fermeté maîtrisée. Dès la fin de 2013, il remonte vers le nord pour se placer à proximité d'un groupe naval russe transitant au large des côtes britanniques. Un rappel que la mer du Nord reste un théâtre stratégique où la présence compte presque autant que l'action. Peu après, le navire s'intègre à des dispositifs internationaux. Il sert de garde aérienne au profit d'un groupe aéronaval américain dans le cadre des opérations contre l'État islamique, puis coopère avec des unités françaises au large de la Syrie, illustrant la grammaire des marines occidentales modernes, où les capteurs, les procédures et les liaisons de données forment un langage commun. Dans le golfe d'Oman, lors d'une escorte, la simple perspective d'une réaction rapide a suffi à tenir à distance de petites embarcations hostiles d'un grand paquebot civil, signe qu'un destroyer n'est pas uniquement une plateforme de tir, mais aussi une silhouette qui pèse sur les intentions adverses. Après un passage par les bassins et une remise à niveau au Royaume-Uni, le Defender reprend la mer vers l'Asie-Pacifique en 2019. Sur la route, il franchit des détroits sensibles et transite par le Golfe, où son équipe d'abordage, épaulée par les Royal Marines embarqués, intercepte un chargement de méthamphétamine de grande valeur, un succès emblématique des missions de sûreté maritime où la patience, l'observation et la coordination valent autant que la puissance de feu. Ces séquences s'additionnent et forgent une identité, celle d'un grand navire de surface qui sait conjuguer présence, coopération et coups d'éclat précis, dans un monde où les mers sont à la fois des voies commerciales et des espaces de rivalité. C'est pourtant en 2021 que le HMS Defender se retrouve au cœur d'un épisode qui attire soudain les regards bien au-delà des cercles spécialisés. En juin de cette année-là, dans le cadre d'un déploiement plus large comprenant des escales en mer Noire, le bâtiment appareille d'Odessa et trace sa route vers Batumi. La trajectoire la plus directe passe à proximité de la Crimée, espace disputé depuis l'annexion par la Russie en 2014 et qui demeure, pour Londres comme pour de nombreux pays, un territoire ukrainien occupé. La navigation du Defender s'inscrit alors dans une logique très codifiée par le droit maritime. Un passage qualifié d'innocent qui consiste à transiter rapidement et sans menace dans les eaux territoriales d'un État riverain, sans interrompre le trajet ni mener d'activité militaire manifeste. C'est une pratique courante, mais politiquement chargée, lorsqu'elle se déroule dans une zone où la souveraineté est contestée. Ce jour-là, la tension monte vite. Des gardes-côtes et des aéronefs russes encadrent le navire britannique. Les messages radio s'égrènent, plus pressants, parfois menaçants. À bord du Defender,
l'équipage met en œuvre les procédures de sécurité. Protection flash, contrôle renforcé des accès, maintien d'un rythme élevé à la passerelle et aux centrales opérations. Des coups de semonce sont évoqués côté russe. Côté britannique, on insiste sur le fait qu'aucun tir n'a visé le navire et que des exercices de tir côtier avaient été annoncés dans le secteur. Au-delà de la contradiction des versions, l'épisode révèle l'essentiel. Dans un espace restreint, des acteurs étatiques, chacun porteur d'un récit juridique et politique, se frôlent à grande vitesse. Il suffit d'un malentendu, d'un cap tenu une minute de trop, d'un ordre interprété trop littéralement pour que l'irréparable advienne. Ce jour-là, il n'advient pas. Le Defender poursuit sa route et l'incident, s'il empoisonne les échanges diplomatiques quelques jours, ne dégénère pas. Il serait tentant de faire de cet instant une exception, mais les marins savent que la mer multiplie ses points chauds à bas bruit. À l'issue de l'épisode, le navire reprend le fil de ses missions, participe à des entraînements alliés où l'on simule des attaques aériennes en rafale, avec des chasseurs de 4e et 5e génération, des bombardiers lointains, des scénarios saturants qui éprouvent capteurs, liaisons et opérateurs. L'objectif n'est pas de faire joli dans un communiqué, mais d'accumuler les réflexes, de roder la coopération interalliée et de vérifier que, dans la tourmente d'un ciel saturé, chaque poste sait qui écouter, quoi transmettre et à quel moment engager. Cette discipline de l'instant se travaille loin des caméras, dans les grains, dans le froid, parfois sous la nuit arctique où le Defender a mené des opérations hivernales, devenant la première unité de sa classe à affronter ce théâtre exigeant. Là, les machines révèlent leur qualité et leurs caprices, et les équipages apprennent à vivre avec une mer qui ne pardonne ni l'improvisation, ni la fatigue. L'histoire récente du Defender raconte enfin une vérité simple. Un grand navire de surface n'existe pleinement que dans le temps long. Il naît d'un programme, mûri par des refontes, s'enrichit d'évolutions capacitaires, nouveaux senseurs, missiles améliorés, suite de leurres modernisées, et se réinvente à chaque équipage. Entre deux périodes à quai, il revient à la mer, redevient l'ombre tutélaire d'un porte-avions, l'ange gardien d'un convoi, ou l'outil d'une diplomatie des océans qui préfère les démonstrations sobres au coup d'éclat vain. Les marins, eux, n'ignorent pas que la prochaine montée de tension peut survenir où on l'attend le moins. Ils savent aussi que, tant que la machine répond, que la passerelle reste claire et que la chaîne capteur-tireur demeure fluide, un destroyer comme le HMS Defender a les moyens de faire ce qu'on attend de lui. Tenir la ligne, protéger et, si nécessaire, trancher.